Tout le monde en parle. Les specs font tourner les têtes. Les groupes Nikon s'enflamment. Et la promesse est énorme. Une caméra cinéma, certifiée RED, à moins de 2500 €. Aujourd'hui, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Ergonomie, rig de tournage, défauts de conception, et même un comparatif face à une vraie RED Komodo. Voici le test complet du Nikon ZR. Vous avez été nombreux à me demander ce test et il est enfin là. J'avais précommandé le ZR dès son annonce par Nikon et grâce à Nicolas de Camara Marseille, j'ai eu la chance d'avoir l'un des 5 premiers en France. Ça fait donc un mois que je délaisse mon Z9 et mon Z8 pour n'utiliser que le ZR. Le but, c'était d'accumuler un maximum d'expérience de terrain pour vous donner un retexte le plus complet possible. Avec lui, j'ai pu faire des plans studio, du zénithal pour un unboxing, du gibbon, un vlog, un court-métrage, mais aussi du portrait vidéo et un petit peu de reportage en extérieur. J'ai donc beaucoup de choses à dire, en positif comme en négatif. Ensemble, on va débunker le H265 soi-disant inutilisable, remettre à sa place l'Euro de RED et parler de tous ces points ergonomiques qui peuvent rendre fou sur le terrain. Bref, oublie ta soirée mousse, installe-toi confortablement, sors une boisson énergisante et quelques biscuits en forme de dinosaure, parce qu'on va passer pas mal de temps ensemble. Je dois vous avouer que je partais avec un avis plutôt négatif. Me connaissant, je pensais que j'allais détester l'ergonomie du ZR, mais au final, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a du bon, de l'excellent, du moins bon et du détestable. Bon, déjà, il est clair que le ZR a été pensé pour la vidéo. C'est une brique sans EVF de 134 par 80 par 49 mm pour un poids minime de 630 grammes. Poids plume et volume réduit donc, ce qui le prédestine au run and gun et aux prises de vue à la volée, sans s'encombrer d'un rig trop imposant non plus. Mais on verra qu'on peut quand même le riguer pour des prods plus sérieuses. Bon alors déjà, moi ce qui me marque quand on le prend en main pour la première fois, c'est l'absence de poignée. Vous n'aurez aucun grip et l'achat d'un L-bracket ou d'une cage est ici indispensable. Le ZR est pensé avant tout pour la vidéo, oui. Des détails y font penser comme l'ajout d'une tally light pour que vos talents sachent quand vous tournez, mais aussi la possibilité de paramétrer votre shutter speed en degrés et non plus en vitesse. Mais bizarrement, il n'y a aucun pas de vis. Avec un look aussi carré, on aurait aimé en avoir. Et là encore, l'achat d'une cage s'avère indispensable. Et cet écran. Bon, clairement, cet écran, c'est la première claque. 4 pouces, et tout de suite, t'as l'impression d'être passé d'un écran de montre à un vrai moniteur de tournage. Non, vraiment. Cet écran, c'est un vrai confort. Avec lui, vous pourrez vous passer d'un moniteur externe. Bon alors, peut-être pas sur toutes les prods, mais sur de la prise de vue run and gun ou sur du vlog, ou même sur un Ronin, en vrai, cet écran, il suffit largement. Niveau qualité et rendu couleur, on est aussi excellent. On a droit à une gamme de couleurs DCI-P3, 3 millions de pixels et une luminance à 1000 CD au mètre carré. Donc même en plein cagnard dans le sud de la France à midi, vous y verrez bien. En tout cas, vous y verrez nettement mieux sur cet écran que sur l'écran de votre Atomos. Et je parle en connaissance de cause. Bon, par contre, Nikon continue de faire du pied aux utilisateurs de Sony, et ce au détriment de la raison, puisqu'on retrouve ici le même fonctionnement que le Flippy Touchy Screen trop mignon à la mode du Z6 III. Bon, je vais pas y passer 1000 ans, j'ai déjà suffisamment vomi sur ce système dans mon test du Z6 III, mais un écran qui se cale sur le côté comme ça, c'est nul pour plusieurs raisons. Primo, il n'est pas dans l'axe du capteur, donc vous aurez plus de mal à cadrer droit. Secondo, c'est beaucoup plus fragile en cas de chute, et je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà cassé l'écran de mon Z6 III, alors que j'ai jamais eu de problème avec mon Z8. Et pourtant, Dieu sait que je le maltraite. Tout a commencé le jour où il m'a mis en rafale à 20 images par seconde, pendant 3 heures, sans pause. Depuis, mon buffer n'a jamais vraiment récupéré. Et ensuite, il m'a vissé un 600 mm sans collier de pied. J'ai cru que ma monture allait céder. Bon, par contre, concernant cet écran, on sent quand même que Nikon a retenu de ses erreurs du Z6 III. Avec le ZR, quand l'écran est calé sur le côté, il n'empiète pas sur les câbles. Vous pourrez donc le câbler sur un moniteur externe sans souci, et du coup, en vrai, je peux faire un petit peu moins mon rageux ici. Alors oui, je déteste les écrans sur le côté, mais ici, ça reste quand même suffisamment bien pensé pour qu'il reste utilisable. Donc je peux pas faire mon français de base
et râler pour rien. Pas content! Et même si cet écran est pas super optimisé pour filmer ce qui se passe devant vous, bah par contre, pour vous filmer vous, ou bien alors pour filmer une scène en zénithal, là il excelle. Pour filmer un unboxing comme celui-là, avant je devais utiliser un retour écran via un DJI Transmission. Mais avec le ZR, l'écran se cale parfaitement dans mon axe de vue et surtout, il est assez grand pour que je puisse avoir une bonne vision de ce que je fais, mais aussi contrôler mon focus. Je vais donc être plus nuancé avec le flippy screen du ZR qu'avec celui du Z6 III. Oui, il n'est pas parfait de par son articulation, mais il y a clairement une amélioration dans son ergonomie et il sera parfait pour les youtubeurs ou alors encore pour les créateurs de contenu. D'autant plus que, alléluia, les informations de l'écran rotationnent enfin si vous shootez en mode vertical. Sans déconner Nikon, ça fait des années qu'on vous demande ça sur le Z9 et sur le Z8. Donc là, plus d'excuses, vous l'avez fait sur le ZR, vous êtes totalement capable de faire une mise à jour sur tous les autres boîtiers pour que toute la famille puisse en profiter. Allez, s'il vous plaît. Et qui dit écran plus grand, dit aussi plus d'informations affichées. Nikon a ajouté 2 modules, et le premier sert à modifier la correction d'exposition. Bah, pourquoi pas, hein. Moi perso, je ne shoot qu'en manuel, donc je trouve ça pas très utile, mais pourquoi pas. Mais le second module, lui, c'est juste un banger. En appuyant ici, vous ouvrez cette fenêtre qui regroupe toutes les fonctionnalités d'aide à la prise de vue. Vous allez pouvoir rapidement activer ou désactiver le focus picking, les zébras, la prévisualisation en Rec 709 si vous shootez en log, la grille de composition, l'horizon virtuel, le cadre Rec, la waveform, l'utilisation du tactile pour la mise au point, la rotation des informations, je vois pas pourquoi on l'enlèverait, mais pourquoi pas. Et enfin, vous pourrez aussi y contrôler la luminosité de l'écran. Ce qui est super pratique si jamais vous shootez en run and gun et que vous passez de conditions lumineuses à des conditions sombres, comme par exemple quand vous sortez d'une église durant un mariage. Alors, ce panneau de raccourci, ça peut paraître anodin, mais vraiment, croyez-moi, il change tout. Sur mes autres boîtiers Z, j'avais paramétré 4 écrans différents, et en plus de ça, j'avais aussi dû entrer pas mal d'éléments dans le menu personnalisé. Mais avec le ZR, plus besoin de tout ça, puisque vous avez accès à absolument tout en un seul clic, et vraiment, ça va vous faire gagner énormément de temps. En fait, avec le ZR, vous n'avez pratiquement plus besoin d'aller dans les menus. Tout ce qui est important est accessible via l'interface de l'écran tactile. Par contre, cet écran, il ne reprend pas toutes les informations d'un écran épaule. Parce que oui, sur le ZR, l'écran d'épaule disparaît. Et il y en a une super importante qu'on ne retrouve pas, c'est la durée d'enregistrement restante sur la carte mémoire. Alors, vous avez bien ce décompte ici, mais il est limité à 2h05, ce qui est la durée maximale d'enregistrement en one shot du ZR. Donc si vous shootez en H265, impossible de voir combien il vous reste sur la carte. Il y a une astuce trouvée par Monsieur Caméra que je vous partage ici. Si vous allez dans le menu destination, vous aurez cette valeur qui va apparaître là. Mais c'est un petit peu relou de devoir aller dans un menu, là où avant, en un coup d'œil, on avait accès à cette info quand même assez importante. Enfin, je pense que c'est quand même assez important. Bon, et quand même, hein, il faut qu'on parle du tactile parce que big up pour le tactile, il est ultra réactif et franchement, pour moi, il égale facilement celui des iPhones qui sont quand même un petit peu le maître étalon dans la matière du tactile. Entre ça, la taille de l'écran et le nouveau menu de raccourci, vous avez devant vous la meilleure interface jamais faite sur un boîtier Nikon, tout simplement. Ah, vraiment, c'est la meilleure. Et heureusement que cet écran est bien pensé, parce que vous allez être obligé de passer uniquement par lui pour faire vos réglages. Car qui dit grand écran et petit boîtier, dit aussi moins de place pour les boutons. Et ça, c'est peut-être le point le plus dérangeant de cette caméra, l'ergonomie practical. Ici, on n'a quasiment pas de boutons. Et ceux que Nikon nous met à disposition, ils sont soit mal placés, soit mal conçus. On va commencer par le plus dérangeant si vous êtes un Nikoniste, le switch on-off normalement présent sous le bouton de déclenchement. Ici, il disparaît. Il a été remplacé par un simple bouton pression situé sur le haut de la caméra, bouton qui s'allume quand on appuie dessus. Alors, l'allumage et l'éteignage du boîtier est ultra rapide, pas de souci de ce côté-là, on reste au même niveau que les Z8 ou Z9. Bon, par contre, moi, ce bouton, je le trouve pas super bien placé parce que je me suis retrouvé plusieurs fois à appuyer dessus par inadvertance. Ça m'arrive souvent quand je manipule la caméra,
quand je la rentre dans ma Pelicase ou encore quand je suis en train de monter un rig. Et comme l'écran il est super grand et qu'il est tactile, bah une fois que la caméra est allumée, je me retrouvais sans faire exprès à appuyer ici là sur l'écran et à modifier des réglages. Mais bon, en même temps, le fait d'avoir le bouton on/off ici, ça nous permet de dégager de l'espace sous le bouton de déclenchement et de venir y insérer une molette. Et cette molette, elle va soit activer le power zoom si votre objectif est compatible, soit activer un zoom dans la prévisualisation de votre image pour pouvoir rapidement vérifier votre mise au point. Et alors ça, c'est marrant parce que, en vrai, cette molette, ça me rappelle trop mon tout premier boîtier qui était un Coolpix. C'est vraiment exactement la même chose, j'ai le même feeling. Ouais, mon tout premier appareil photo, c'était au lycée et j'avais déjà un Nikon à l'époque. Un Coolpix, mais ça reste un Nikon. Bref, ce zoom, il est quand même super pratique pour rapidement vérifier votre piqué. Et je dois vous avouer qu'à ce niveau-là, je préfère cette molette aux touches plus et moins des Z6 III, Z8 ou Z9. Au-dessus de cette molette se trouve le bouton de déclenchement. Et là, ça va pas du tout là. Bon, petit point récap sur les boutons de déclenchement. Quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, quelle que soit l'année de mise en service, absolument tous les boutons de déclenchement du monde ont le même fonctionnement. Premier niveau de pression, je gère le focus, et second niveau de pression, je déclenche. Même mon Coolpix fonctionnait comme ça à l'époque. Et là, va savoir pourquoi, Nikon nous sort 3 niveaux de pression. Le premier niveau de pression, il sert à rien. Le second, il gère l'autofocus, et le troisième, il déclenche le rec. Pourquoi? Pourquoi Nikon? Enfin, c'est quoi ce délire? Non, parce que là, ce qui m'est arrivé et ce qui va vous arriver à vous aussi, c'est que vous allez vous arrêter au second niveau de pression en pensant que votre caméra enregistre, alors qu'en fait, pas du tout. Et la première fois que j'ai pris le ZR en main, bah j'ai misclick tous mes premiers plans. Et ça m'arrive encore aujourd'hui alors que ça fait plus d'1 mois que je l'utilise. Non, ça franchement, c'est un gros défaut qu'il faudra corriger avec les prochaines versions. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un fonctionnement différent sur un bouton aussi important que le déclencheur. Je veux dire, si vous utilisez le ZR avec au hasard d'autres boîtiers Nikon, bah vous n'allez pas pouvoir refaire votre mémoire musculaire. Parce que ici, on a 2 niveaux de pression, là, on a 3 niveaux de pression, et en switchant de l'un à l'autre, bah vous allez forcément faire des erreurs. D'autant plus que le 3e niveau de pression sur les ZR, il faut vraiment forcer pour y arriver. C'est pas un petit palier. On a un petit palier au début, un second petit palier, puis un gros forçage. C'est agréable ni pour moi, ni pour la caméra sûrement, et surtout, vous aurez un tremblement sur le début de vos plans à cause de ça. Bon bref, je vais arrêter de parler de ça parce que vraiment, moi, ça m'énerve. On a ensuite 2 molettes qui servent à régler la vitesse et l'ouverture. Molettes qui deviennent difficiles d'accès avec la cage de Small Rig et surtout si vous lui collez une V-Lock au cul, mais je parlerai plus tard des rigs dans cette vidéo. On a aussi un bouton rec à l'avant de la caméra, pratique pour le vlog, et 3 boutons personnalisables en haut du boîtier. Là encore, le bouton rec à l'avant est inaccessible si vous utilisez une cage, et les 3 du dessus, enfin, surtout le numéro 1, en fait son accès il est vraiment très compliqué si vous utilisez la dite cage. Sur le côté, on retrouve le joystick, le bouton I qui a un nouveau design, et qui sert aussi à afficher les menus si vous y faites un appui prolongé. Et enfin, on a la visionneuse. Alors oui, le ZR est très avare en boutons et on perd certains qui sont quand même bien pratiques. La première perte, c'est la croix directionnelle. Alors oui, ok, on a un joystick, mais c'est une tannée de naviguer dans les menus avec. Non, vraiment, c'est l'enfer. Une fois sur 2, quand je veux aller à droite, ça va en bas. On perd aussi le bouton corbeille qui permettait de rapidement supprimer des photos ou des rushs. Avec le ZR, si vous voulez supprimer un rush, il faudra passer par les menus. C'est pas très pratique, d'autant plus que vous allez faire cette manip assez souvent vu le poids des fichiers RAW. Vous n'avez pas envie de garder des rushs ratés sur votre carte, ça pèse beaucoup trop lourd. Donc au final, pour moi, le ZR a clairement été pensé comme une RAID. Parce que oui, les RAID Komodo, elles sont full tactiles. Il y a très peu de boutons et tout se fait via l'écran. On aime ou on n'aime pas, mais c'est la philosophie de RAID. Alors perso, je dois vous avouer que je n'aime pas du tout. Le tactile, c'est bien pour faire mumuse, mais si vous voulez être réactif, rien de mieux que des boutons physiques bien placés. En fait, c'est marrant parce que on pourrait croire que cette caméra a été pensée pour du run and gun. C'est d'ailleurs ce que je disais au début de ma vidéo. Mais à cause du full tactile, vous ne serez pas assez réactif sur le terrain. Clairement pas. Par contre, dans des situations plus posées comme en studio ou pour de la pub,
là oui, aucun souci. Vous pourrez prendre le temps de vous caler face à cette immense dalle de 4 pouces pour faire vos réglages. Donc son positionnement à cette caméra, il est pas si évident que ça. Bon et enfin, détail qui n'attristera que moi et peut-être l'Argonaute s'il regarde cette vidéo. À cause de son manque de boutons, le Nikon ZR ne sera jamais utilisable en caisson sous-marin ou même dans un Outex. Voilà, le tactile c'est bien pour la surface, mais sous l'eau, il nous faut des boutons. Bon, et pour les névrosés de l'ergonomie et de l'optimisation comme moi, vous serez ravis de pouvoir personnaliser cette caméra en long, en large et en travers. Vous aurez la possibilité de customiser l'ensemble des boutons comme bon vous semble et d'y assigner les fonctions que vous voulez. Vous pourrez donc avoir le boîtier qui correspond à votre pratique de la vidéo. Et il est aussi possible de customiser les informations affichées sur l'écran et d'en créer plusieurs pour pouvoir switcher rapidement de l'un à l'autre en fonction de vos conditions de prise de vue. Par exemple, j'ai configuré le premier écran avec toutes les infos possibles pour régler ma caméra et bien exposer mon image. Le second écran n'affiche pratiquement rien pour que je puisse me concentrer sur mon image. Et le dernier affiche les grilles de tiers pour vérifier que mes verticales soient droites et que mon sujet soit bien cadré. Très pratique tout ça. Idem pour le menu I sur lequel vous allez pouvoir assigner vos fonctions préférées. Personnellement, j'y ai mis les outils que j'utilise au quotidien et qui sont cachés dans des menus et sous-menus. Ça me permet d'être plus réactif sur le terrain et d'être plus réactif, c'est tout. Plus réactif. Bref, vous l'aurez compris, avec le ZR, vous allez pouvoir aller très loin dans la personnalisation de l'ergonomie, si bien qu'à la fin, vous aurez un boîtier qui vous ressemblera. Et que serait un boîtier Nikon sans les modes UX, A, B, C et D? J'avais pas mal râlé sur les modes U du Nikon Z6 III, qui sont beaucoup moins bien pensés que leur pendant alphabétique du Z8 ou Z9. Alors, je vais pas vous refaire la totale ici parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, et j'en parle quand même déjà suffisamment en détail dans cette vidéo, celle-là et celle-là aussi. Mais pour la faire courte, Nikon a ici pensé à tout le monde, puisque vous aurez le choix de faire réagir les réglages utilisateurs, comme sur un boîtier milieu de gamme en écrasant les modifications, ou bien comme sur les boîtiers haut de gamme en conservant les modifications. Et je dois vous avouer que les modes U du Z6 III, c'était l'un des très gros points noirs pour moi. Donc je suis très content que Nikon ait ajouté cette fonctionnalité pour contenter tout le monde. Même les rageux dans les commentaires de ma vidéo sur Z6 III seront contents, c'est vous dire. Bon, jusqu'à présent, on a vu les points positifs et les points perfectibles du ZR. Mais maintenant, je vais être un petit peu moins gentil et rentrer un petit peu plus dans le lard. Et vous savez de quoi on va parler? Le slot micro SD et le port micro HDMI. Bon. On va commencer par le slot hybride micro SD CF Express. Micro SD, sérieusement. Je veux dire, ça, est-ce que ça ressemble à une GoPro? Pour moi, ça ressemble pas à une GoPro, c'est plus gros qu'une GoPro. Non, sérieusement, le micro SD, c'est gênant. Franchement, j'aurais préféré n'avoir qu'un seul slot CF Express et économiser les 50 balles que doivent coûter le second. À la limite, mettez un slot SD, mais micro SD, pour une caméra qui filme en RAW, avec des débits de malade. Bon, là encore, je vais arrêter d'en parler parce que vraiment, moi, ça me gêne. Ce qui est plus grave, par contre, c'est son positionnement. Étant donné qu'on n'a pas de grip sur cette caméra, les cartes, elles se trouvent à côté du bloc batterie. Et ça a deux inconvénients majeurs. Primo, ça ne sera pas possible de les changer à la volée si vous avez votre caméra montée sur un trépied ou un Ronin. Vous serez obligé de dériguer la caméra, et ça, c'est plutôt cochon. Surtout qu'en RAW, vous allez en consommer des cartes. Et je sais pas pour vous, mais moi, moins je fais de manipulation sur mon Ronin, et mieux je me porte. Et surtout, ces cartes, elles sont vraiment super relou, voilà, elles sont super relou à enlever, et vous allez risquer de les casser. Alors, sur YouTube, tous les influenceurs vous conseilleront les Angelbird. Elles ont du débit et elles sont relativement pas chères. Donc très certainement que vous allez en acheter parce que tout le monde en parle et tout le monde achète des Angelbird. Mais ces cartes, elles sont vraiment pas ouf. Si elles coûtent aussi peu cher, bon bref, si elles coûtent aussi peu cher, c'est parce qu'Angelbird a fait des économies sur les matériaux et notamment sur la qualité du plastique et de la colle. Avec le ZR, vous allez devoir forcer un petit peu trop sur cette partie-là, cette partie qui permet une meilleure préhension, mais qui utilise aussi un plastique à la qualité douteuse. Résultat, il va casser. Il va casser comme c'est arrivé sur ces deux cartes. Et chaque carte vaut 300 balles quand même. Et comme la colle est de mauvaise qualité,
je sais que c'est le début de la fin et qu'elles finiront par s'ouvrir en deux. Alors oui, ok, d'accord, c'est pas la faute du ZR, mais quand même, son port mal placé favorisera la casse. Ça se met comment? Là. Donc son port mal placé, il favorise tout simplement la casse prématurée des cartes en Jailbird. Ou alors des autres cartes CF Express bon marché. Je vais pas tirer que sur un Jailbird. Et enfin, dernier point concernant l'ergonomie de cette cam, les ports disponibles. On a les classiques jack, entrée et sortie son, un port USB-C qui sert à alimenter le boîtier, ou bien alors qui peut aussi servir pour utiliser des accessoires comme la MC-N10 de Nikon. Et oui, on peut utiliser cette poignée sur le ZR pour avoir des vrais boutons, ou bien pour avoir un rig vertical un minimum ergonomique. C'est cadeau comme info, et oui je sais, ça fait 2 ans que je vous promets de faire le test de cette poignée, mais j'ai beaucoup trop de travail pour m'y mettre. Et enfin, Nikon nous a flanqué d'un port micro HDMI parce que le micro SD, c'était pas suffisant et il fallait bien en rajouter une couche. Bon, je vais la faire rapide, ce port n'est pas fiable, il est fragile, et comme vous êtes un vidéaste qui se respecte, vous n'avez que des câbles HDMI ou SDI dans votre écosystème. Et vous n'avez pas envie d'en acheter un spécialement pour cette caméra. Alors, tous ces points auraient pu être rédhibitoires. Et d'ailleurs, j'étais moi-même le premier à hurler quand j'ai vu la présentation du ZR. Je trouvais ces choix profondément débiles et j'étais persuadé que j'allais détester le ZR à cause de son ergonomie. Mais s'il y a une chose que Nikon nous a appris ces dernières années, c'est qu'ils sont loin d'être stupides et que tous leurs choix sont mûrement réfléchis. Et ici, tous les compromis que fait la ZR, ils sont contrebalancés par un partenariat avec SmallRig qui a créé tout un écosystème d'accessoires qui vont venir overclocker cette caméra. Parce que oui, ça serait malhonnête de parler du ZR sans évoquer la cage, la plaque à batterie V-Lock ou même ce petit truc qui, à eux trois, vont changer votre perception du ZR. Et on va commencer par la cage, qui va vous ajouter une plaque arcade suisse en bas de votre rig, et une poignée sur le côté pour améliorer la prise en main. Vous aurez aussi la possibilité d'y fixer pas mal d'accessoires, comme une top handle, mais surtout, je vous conseille vraiment d'acheter ces deux-là, l'adaptateur mini HDMI vers HDMI et le serre-câble. Grâce à eux, vous n'exercerez pas de pression sur vos ports, et surtout, vous aurez accès à du vrai HDMI. Alors, en ce qui me concerne, cette cage et ces deux accessoires, ils restent tout le temps fixés à ma caméra tellement je les trouve indispensables. Et regardez comment l'écran n'empiète pas sur les câbles. Même rigué, même avec une cage, je peux avoir accès à mon écran ici. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que clairement, ce ZR, il corrige toutes les erreurs majeures du Z6 III. Non, sans déconner, le ZR sans la cage, c'est vraiment pas un produit fini et on sent que Nikon, il a pensé cette caméra avec SmallRig pour aboutir à quelque chose d'utilisable. Donc déjà là, on commence à avoir quelque chose de sympa. Mais si vous voulez passer à la vitesse supérieure et avoir un vrai rig bien costaud pour encaisser les productions plus ambitieuses, vous allez adorer la plaque à batterie V-Lock. Cette plaque, elle n'a pas été pensée que pour le ZR et elle est compatible avec tous les autres mirrorless du marché. Mais SmallRig a quand même clairement consulté Nikon pour l'adapter à leur caméra et notamment à son écran super grand. Puisque cette plaque, elle dispose d'une cale d'écran réglable qui fit parfaitement le téléviseur qui sert d'écran au ZR. La V-Lock, elle se change très facilement même quand tout votre rig est en place. Et surtout, cette plaque, elle permet de récupérer plein de ports d'alimentation, à savoir 3 DTAP et 2 USB-C. Vous allez donc pouvoir alimenter le ZR, mais aussi votre moniteur externe et un transmetteur DJI. Alors oui, il est possible d'ajouter un transmetteur DJI sur ce rig, mais je vous avoue que c'est pas super opti. Normalement, ce transmetteur, il se met entre la plaque et la V-Lock à l'arrière de la caméra. Chose qu'il est possible de faire sur le Z9 ou le Z8, mais impossible avec le ZR à cause de son écran sur le côté. Du coup, le seul endroit où j'ai pu le mettre, c'est ici, derrière le moniteur externe. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais vu que tout le poids est déjà à l'arrière de mon rig, c'est pas trop dérangeant. Et mine de rien, avec ça, vous avez une petite arme de guerre capable de filmer en RAW avec un premier retour sur un moniteur externe,
et un second sur un écran DJI pour votre client ou votre DA. Sans oublier l'accès relativement simple à l'écran du ZR pour pouvoir le piloter. Moi, clairement, ce petit rig, je le trouve méga sexy. Bon, je me suis pas mal étalé sur l'ergonomie de cette caméra, mais ça me semblait important parce que oui, les codecs et la résolution et les FPS et la fiche technique, bah, c'est clairement ce qui fait cliquer les internautes, hein, mais la prise en main et l'utilisation au quotidien, c'est aussi voire plus important que ça. Du coup, ce ZR, il y a clairement deux manières de l'utiliser. La première, c'est de manière chill et sans rig avec uniquement l'écran intégré. C'est petit, léger, maniable et parfait pour les productions sans trop de stress et en équipe réduite, voire solo. Clairement, cette config, elle vise tous les vidéastes solo de chez Sony ou alors les créateurs de contenu. Mais si vous bossez en équipe sur des productions plus longues ou plus ambitieuses, ben le ZR, il fait le taf. Alors, pas en sortie de carton, hein, clairement pas. Mais par contre, avec tout l'écosystème d'accessoires déjà disponible, sans compter ceux qui ont été annoncés et qui arrivent, ben vous allez pouvoir monter une petite cam vraiment pas déconnante. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, ça, je trouve que l'ergonomie, elle est suffisamment bien pensée pour pouvoir faire de la prod sur une journée, 2 jours, plusieurs jours, dans des conditions un peu plus ambitieuses, quoi. Et perso, je la kiffe. Je kiffe utiliser cette cam sur le terrain sans me prendre la tête, ou encore même en studio sur un énorme rig déconné. Mais quand même, je peux pas conclure sur l'ergonomie de cette caméra sans revenir sur ce point et insister un minimum. Avec le ZR, tout prend quand même plus de temps qu'avec un Z6 III. J'ai pas mal manipulé ces deux boîtiers pendant ma phase de test, et quand même, il faut avouer que les boutons physiques, c'est quand même beaucoup plus réactif que le tactile. Avoir plein de boutons partout, là, comme ça aide à aller vite. Il manque pas grand chose sur le ZR pour le rendre vraiment mieux. Hein. Mais pour moi, il manque un vrai bouton de menu. Parce que rester appuyé sur le bouton I pour faire apparaître les menus, bah, c'est un peu frustrant et ça fait perdre du temps quand même. Et surtout, il nous manque un pad. Il nous manque un pad parce que le joystick, c'est super pour régler des collimateurs, mais c'est vraiment nullissime pour naviguer dans des menus. J'ai conscience du prix de cette caméra, j'ai conscience aussi de son positionnement. Je vais pas trop bâcher le ZR pour pas avoir assez de boutons, mais j'espère voir un jour une ZR améliorée, une ZR un peu plus boostée, avec un peu plus de place, une ZR un peu plus grosse et avec un peu plus de boutons. Bon, je pense que je vous ai suffisamment saoulé avec l'ergonomie et il est temps de parler codec. Le point qui impressionne le plus avec le ZR, c'est clairement l'éventail des possibilités que nous offre cette caméra avec le moins de compromis possible. On a droit à 3 RAW et 3 formats standards. En RAW, on peut choisir entre le R3D 422 12 bits, le NRAW 422 12 bits et l'Apple ProRes RAW HQ 422 12 bits. Et tous ces formats sont disponibles en 6K et en 4K sans facteur de crop, avec un framerate allant de 60 à 24 images par seconde. Sauf pour le ProRes, mais j'y reviendrai plus tard. Et il est aussi possible de shooter en 120 images par seconde en 4K, mais cette fois-ci avec un facteur crop. On constate que Nikon reste fidèle à elle-même en nous proposant toutes les résolutions en plein format, sans crop, sauf pour le 100 fps, et ça fait plaisir. Mis à part le RAW, on a aussi la possibilité de shooter en Apple ProRes 422 HQ 10 bits, H265 HEVC 8 bits ou 12 bits, et le H264 AVC 8 bits. Et pour ces formats, vous pourrez tourner en 5,4K avec un framerate allant de 60 à 24 fps, en 4K de 120 à 24 fps, et à 1080p, vous allez même pouvoir pousser jusqu'à 240 fps, ce qui est assez impressionnant et ce qui va vous permettre de faire du slow-mo ultra slow-mo. Ça fait quand même beaucoup de codecs tout ça, et on peut être perdu. Mais avant de les comparer, je vais vous dire à quoi ils servent et pourquoi Nikon nous en sert autant. Le NRAW, c'est le codec qui propose le meilleur ratio débit-qualité. Il existe en 2 versions, Hot et Normal. En Hot, il pèse un âne mort. Et en mode normal, on divise carrément par 2 son poids. En plus de ça, c'est un codec assez permissif qui vous permettra de récupérer votre lumière ou vos ombres très facilement. Et c'est aussi un régal à étalonner. Avec lui, vous retrouverez les couleurs Nikon qui tirent naturellement vers le jaune et les marrons dans les basses lumières. Bref, moi j'en suis fan
et c'est celui que j'utilise sur toutes mes prods un tant soit peu ambitieuses, comme les clips, la publicité ou encore les plans sous-marins que je peux faire. Ce codec est donc parfait pour les projets ambitieux ou alors réalisés dans des conditions d'exposition difficiles et qui vont nécessiter un vrai travail d'étalonnage, sans pour autant peser trop lourd si vous êtes en version normale. Ensuite, vous avez le RAW de Red. Il a exactement le même débit que le NRAW, mais lui ne propose pas de version normale. Vous devrez donc gérer des fichiers assez lourds et vous devrez acheter des SSD de 4 Tera et des NAS de 30 Tera pour stocker tout ça. Et alors lui, tout le monde en parle parce que waouh, un codec RAID disponible sur du Nikon, mais c'est trop ouf. Alors ok, le name dropping c'est rigolo, mais avant de l'utiliser sur vos projets, il y a quand même quelques petites choses à savoir. Parce que si le RAW de Red permet de faire des trucs assez ouf, il est par contre ultra relou à utiliser. Contrairement au NRAW, le R3D est beaucoup moins permissif. Vous allez devoir faire bien plus attention à son exposition au moment de la prise de vue. Et là, Nikon ne nous aide pas parce que exposer son R3D sur le ZR, c'est une tannée. Primo, la waveform. Si elle marche très bien sur absolument tous les codecs proposés par cette caméra, elle réagit différemment avec le R3D. Elle s'arrêtera à ce niveau, et ce, même si vos hautes lumières sont cramées. Et ça, si vous ne le savez pas, ben vous allez surexposer. D'autant plus que ça ne se voit pratiquement pas quand votre waveform est en configuration petite dans un angle. Alors pourquoi ce comportement? Eh bien, le R3D, il dispose d'une récupération des hautes lumières intégrées, ce qui fait monter la waveform jusqu'à 120, alors que celle des autres RAW s'arrête, elle, jusqu'à 100. Mais Nikon ne veut pas afficher deux waveforms différentes. Ils ont donc mis à l'échelle le signal du RAW RED pour qu'il atteigne 100 au maximum. La forme d'onde est donc ajustée proportionnellement pour que le clipping point du R3D soit lui aussi à 100. Cependant, comme le ZR ne peut pas dématricer le R3D directement en interne, et c'est d'ailleurs pour ça que cette caméra génère des proxys, c'est pour qu'on puisse visualiser ce qu'on voit, et ben on peut pas voir la récupération des hautes lumières dans l'appareil, ni sur la waveform. Résultat, le signal est tronqué à 80% sur la waveform. Alors, les caméras RED natives, elles n'ont pas besoin de proxy pour lire le R3D. Elles dématrisent directement le R3D en interne, ce qui leur permet d'afficher la récupération des hautes lumières directement dans la caméra. Voilà, donc ce que vous voyez ici, ça n'est pas un bug de la caméra. Ça ne veut pas non plus dire que le R3D n'utilise que 80 ou 90% de la plage dynamique du capteur. Non, c'est uniquement une question de mise à l'échelle de la waveform. Et je tiens quand même à remercier Niklam pour avoir partagé son savoir auprès de la communauté, parce que sans lui, j'aurais clairement été incapable de vous fournir cette info. Ajoutez à ça le fait que cette lutte de prévisualisation est beaucoup trop lumineuse. À l'écran, vous aurez l'impression d'être surexposé, et donc vous allez compenser et au final vous serez sous-exposé. Et c'est pour ça que tout le monde sur YouTube dit que le log Nikon bruite trop. En réalité, il faut juste exposer son image en prenant en compte le log et non pas la prévisualisation Rec 709. Donc moi, je vous conseille vraiment de prévisualiser votre image en log et d'afficher la waveform en grand et de lui faire confiance. Alors oui, c'est pas très flatteur parce que le log sur le RAW de Red, il est vraiment désaturé par rapport aux autres logs, mais ça vous évitera d'avoir des soucis d'exposition. Après, il est quand même possible de charger jusqu'à 10 LUT 3D, dont des LUT 65 points, pour les visualiser sur le moniteur de la ZR. Donc libre à vous de créer votre propre LUT Rec 709, et je sais de source sûre que certaines personnes de la communauté sont déjà en train de bosser dessus pour ensuite nous les partager. Elle est quand même belle la communauté Nikon, toujours dans le partage. Ceci étant dit, le Red RAW, il nous propose aussi un vrai dual ISO. Et je parle pas ici de dual ISO géré par la caméra, mais un vrai sur lequel vous aurez la main. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir comme base un ISO basse à 800 ou haute à 6400. Et de là, vous pourrez switcher vos ISO. Le truc avec le Z6 III, c'est qu'on avait effectivement deux ISO natifs, 800 et 6400. Mais que entre ces deux valeurs, on n'avait pas vraiment de choix. C'est le boîtier qui choisissait de switcher de l'un à l'autre, et c'est notamment pour ça que l'ISO 5000, il est si pourri sur le Z6 III. Parce qu'on était sur une base ISO 800, mais qu'on l'avait poussé au max. Mais avec le ZR, vous pourrez choisir de passer sur une base haute avant d'atteindre le palier des 6400 ISO. Et pour comprendre son intérêt, il faut poser les bases de l'utilisation du RAW. Même si ça peut paraître contre-intuitif,
quand vous vous retrouvez en situation lumineuse, il vaut mieux utiliser des ISO élevés et ajouter des filtres ND pour préserver les hautes lumières. Et à contrario, en situation sombre, on baisse les ISO et on ouvre les t-stops pour préserver les hautes lumières et éviter le bruit. Mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, si vous n'avez pas la main sur la base ISO utilisée par votre caméra, ben vous ne pourrez pas l'appliquer. Alors que là, Nikon nous donne cette charte qui va vous permettre d'utiliser la bonne base ISO en fonction de votre environnement. Alors oui, je sais que cette histoire d'ISO, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intuitif, mais je vais pas non plus m'éterniser dessus parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Mais si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une masterclass dédiée. Bon, je pense avoir fait le tour du R3D. En ce qui me concerne, je réserve ce codec aux situations posées avec un Mac à côté pour faire un pré-étalonnage et bien vérifier mon exposition. Pas pour du run and gun. Même si ça fait 1 mois que j'utilise à plein temps cette caméra et ce codec, je ne pense pas l'avoir encore suffisamment apprivoisé pour être complètement à l'aise avec. Mais j'ai bon espoir d'y arriver. Enfin, le dernier codec euro à notre disposition est le Apple ProRes RAW HQ. Alors lui, il a juste un débit déconné et pèse un âne mort, plus toute sa famille d'ânes morts, plus la cargaison qu'il transportait. Non, sans déconner. On est à 4170 mégabits pour de la 6K à 25 fps contre 1590 pour le NRAW ou le R3D. Le débit est tellement abusé que ce codec est limité à 30 fps en 6K et à 60 fps en 4K. Vous pourrez pas monter plus haut, sinon ça serait beaucoup trop lourd. Bon du coup, il sert à quoi ce codec s'il est si lourd ? Bah de mon point de vue, le seul intérêt que je lui trouve, c'est si vous utilisez plusieurs caméras de marques différentes sur un seul set. Si vous avez du Nikon, du Sony et du Canon, ben vous shootez tout ça en ProRes et ça limitera les color shifts. Et vous simplifierez aussi la vie de votre étalonneur. En ce qui me concerne, je n'utilise pas le ProRes d'Apple puisque je ne bosse qu'avec des caméras Nikon en NRAW. Sur troisième round, on avait un Z9 et un Z8. Et sur Eco Zero 9, on était même monté jusqu'à 3 caméras en ajoutant un Z6 III. Mais aucun problème de color shift avec ces configurations. Par contre, si demain je devais m'intégrer dans une équipe utilisant du Sony ou du Canon, ben je passerai en Apple ProRes. Sinon l'étalonneur m'insultera et il aura raison de le faire. Bon, vous avez compris qu'en matière de codec RAW, on est servi. Vous avez le choix du vainqueur avec le NRAW en haute qualité ou qualité normale, celui du guerrier avec le R3D et celui du mec sociable avec le ProRes. Mais si vous ne voulez pas exploser votre budget avec des cartes CF Express type B de 1 Tera au débit, ben il vous reste encore 3 autres codecs, à savoir l'Apple ProRes 422 HQ 10 bits, le H265 8 bits ou 10 bits et le H264 8 bits. Et avec ça, si vous n'êtes pas content, en vrai je sais pas quoi vous dire, hein. C'est que vous êtes chiant en fait. Bon, maintenant qu'on a passé en revue tous ces codecs, il est temps de les mettre dans une arène et de les faire se combattre, parce que la bagarre, c'est trop cool. Lequel a la meilleure plage dynamique? Lequel bruite le moins? Quels sont les compromis en termes de piqué? Et surtout, lequel a le plus beau rendu couleur? That is the question. The questions, parce qu'il y en a plusieurs. Donc that are the questions. Et on va commencer par la gestion du bruit. Ce que j'ai fait avec ce premier test, c'est d'exposer sur les bases ISO mon image avec tous les codecs à notre disposition. Et on peut voir que le R3D s'en sort mieux que les autres, surtout en base 800. Le bruit est plus fin, moins prononcé dans les couleurs et plus agréable à l'œil. Le RAW en qualité élevée a lui un bruit plus brouillon, moins fin, et quand on passe en qualité normale, le bruit est plus étalé et il me rappelle la compression JPEG. Ce qui est normal puisque cette version est plus compressée. Le ProRes a peut-être le bruit le moins prononcé de tous. Et le HD6.5 a un denoise en interne, mais il reste pas ouf. Mais quand même, je vous montre maintenant toutes ces images avec le denoiser IA automatique de DVR d'activer. Parce que oui, un RAW ça s'utilise pas comme ça, on y applique forcément un denoiser. Donc avec cette planche, on est plus réaliste dans le rendu final. On va maintenant tout comparer en montant progressivement les ISO, avec et sans le denoise de DVR. Et sur tous les tests que j'ai pu faire, le RED de RAW s'en sort bien mieux que le NRAW, qu'il soit en high ou en normal. Et alors comparé au H265, bon, ouais, je préfère pas en parler. Je vous passe tous les résultats des tests à l'écran, ça risque de durer, mais au moins vous avez un aperçu de la totalité des tests que j'ai pu faire.
Bon, je vais maintenant comparer le R3D avec le N-RAW du ZR, du Z8 et du Z6 III. Et sans surprise ici, c'est le R3D qui a le meilleur rendu en termes de bruit. Il est moins présent, plus fin et plus agréable à l'œil. Mais je ne me suis pas arrêté là pour le test ISO. Au vu des excellents résultats du R3D sur le ZR, je me suis dit que ça pourrait être cool de le comparer avec un vrai RAW de RED, à savoir celui sorti tout droit d'une Komodo. Alors oui, j'ai pas poussé le vice jusqu'à le comparer avec une Raptor, parce qu'il faut pas déconner non plus. On va comparer ce qui reste comparable. Avec une bonne vieille Komodo qui se trouve à 3000 € sur le bon coin, on reste quand même dans la même catégorie que le ZR en termes de prix. C'est donc pas déconnant de comparer tout ça, et en vrai, en matière de bruit, le ZR, il annihile la Komodo. Quelle que soit la base ISO et quelle que soit la qualité, le R3D du ZR est supérieur à celui de la Komodo. Bon, en même temps, la Komodo, elle a un global shutter, donc ça l'aide pas. Mais ça fait toujours plaisir à l'ego de savoir qu'on a dans les mains une caméra qui surpasse au moins sur un point une Komodo. Bon, par contre, il y a un domaine où le ZR va un petit peu moins faire le malin, c'est la plage dynamique. Ici aussi, les résultats sont surprenants. Alors, je vais vous expliquer le protocole de nos tests avec Yann, parce que oui, on était deux pour faire toutes ces mesures. D'ailleurs, un grand merci à Yann de m'avoir épaulé, parce que cet après-midi, à filmer une mire, c'était pas juste pas drôle, c'était juste de la souffrance en barre. C'était... Donc, encore merci Yann d'avoir été là pour me soutenir. Bref, avec Yann, on a volontairement sous-exposé et surexposé notre mire couleur. Et ensuite, sur DVR, j'ai corrigé l'exposition pour revenir à une exposition neutre. Ce test va nous permettre de voir comment la caméra et les différents codecs gèrent la dynamique dans les basses et les hautes lumières. Ce sera aussi plus parlant que ce genre de graphique. On va commencer tranquillou en comparant les deux bases ISO du RAW de RED. Si je surexpose mon image, je remarque que la base ISO haute à 6400 me permet de récupérer plus d'informations dans les hautes lumières. Les couleurs sont plus saturées à la base 6400 qu'à la base 800. Jusque là, rien de surprenant, on est sur un comportement normal. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que sur ce point, le N-RAW dépasse de très loin le R3D. On voit clairement que le N-RAW est bien plus saturé que le RAW de RED et que les hautes lumières sont mieux préservées. C'est vraiment très surprenant parce que le RAW de RED, il est quand même vendu pour avoir une meilleure plage dynamique, mais clairement, dans les hautes lumières, il est franchement mauvais. N'ayons pas peur des mots, ces résultats, ils sont pas bons. Je dois vous avouer qu'au début, je pensais avoir foiré mes tests, tellement la réputation de RED est installée. Et j'ai fait mes recherches. Et je suis tombé sur un article de CNED qui est arrivé aux mêmes conclusions que moi et qui eux aussi étaient très surpris. Ils ont donc contacté Nikon qui a répondu: What you have faced is as we have designed. The reason is difference of highlight clipping points between N-Log and R3D-NE. Therefore, when you shoot using R3D-NE, you need to set the exposure according to the clipping point of R3D-NE. Besides, to prioritize reducing noise in dark areas, highlight has been shifted one stop to low light. The actual image sensor sensitivity differs by one stop between R3D-NE and other codecs. Donc en gros, Nikon a préféré sacrifier les hautes lumières pour préserver les ombres et réduire le bruit en basse lumière. Ce qui est vrai, puisque quand je compare le N-RAW avec le R3D du ZR, j'ai effectivement plus d'informations dans les tons sombres. Donc faites très attention à ça. Avec le R3D, il ne faut surtout pas surexposer votre image sous peine de perdre des informations. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles seront irrécupérables, loin de là. À plus 3 stops, on peut resaturer facilement les couleurs. Par contre, passer 4 stops, ça va devenir compliqué de récupérer les informations dans les hautes lumières. Et pour le fun, j'ai comparé le R3D du ZR à des fichiers RAW sortis d'une Komodo et il n'y a pas photo, En haute lumière, la RED, elle défonce tout, En même temps, c'est pas pour rien qu'il y a 4000 balles de différence entre les deux, Mais quand même, le N-RAW s'en sort pas si mal que ça si je le compare au fichier d'une RED Komodo. Pour les couleurs, la différence est vraiment minime et je suis agréablement surpris de ce que peut faire le N-RAW. Mais par contre, sur les tons de gris et blanc, là, c'est plus flagrant. Mais pas de beaucoup. Mais quand même un petit peu. Comme quoi, personne n'en parle de ce N-RAW, mais il est juste ouf. Franchement, moi, je suis trop content de l'avoir sur mes boîtiers
en natif, en interne. C'est juste trop bien. Non, vraiment, il est sous-coté ce codec. Il est vraiment sous-coté. Je sais pas pourquoi personne n'en parle. Bon, du coup, j'en conclus quoi de ces tests? Pour moi, si vous devez shooter en environnement très éclairé, choisissez le N-RAW. Il sera plus permissif et vous permettra de rattraper plus facilement une exposition mal faite. Idem si vous faites du run and gun ou alors du clip en extérieur avec des changements de lumière. Dans ce cas, le N-RAW sera votre meilleur allié. Par contre, si vous shootez en low light, préférez le R3D. Son bruit est bien moins prononcé et surtout, il est plus fin et plus agréable à l'œil. Et aussi, évitez le run and gun avec le R3D. S'il n'est pas bien exposé, vous aurez un moins bon rendu qu'avec le N-RAW. Et moi, je vous conseillerais toujours de jouer plutôt la carte de la sécurité. Donc, en environnement contrôlé, prenez le RAW de Red pour avoir une image exceptionnelle. Et en environnement non contrôlé, préférez le RAW de Nikon qui vous donnera plus de latitude en post-prod, mais en gardant une qualité d'image excellente. Ok, ceci étant dit, il est temps de parler du sujet qui a fait couler beaucoup d'encre numérique, le piqué, et plus particulièrement celui du H.265. Beaucoup de youtubeurs disent que le H.265 du ZR serait flou et inexploitable. Ce qui m'interpelle parce que j'ai personnellement utilisé le H.265 du ZR pour filmer ma dernière vidéo YouTube, celle du test du X200. Et personne n'est venu me dire en commentaire que ma vidéo était floue. Et j'ai beau avoir des lunettes, je n'ai pas été choqué outre mesure par les plans que j'ai tournés en H.265 avec le ZR. Mais bon, je peux avoir tort et j'ai donc décidé de faire des tests. Avant de comparer le ZR avec d'autres boîtiers, j'ai comparé les différents codecs à différentes résolutions et franchement, il n'y a aucune différence entre le R3D, le N-RAW, le ProRes et le H.265 à résolution égale. Aucune. Je vous les mets à l'écran et franchement, c'est la même chose. J'ai ensuite comparé le H.265 du ZR avec celui du Z6 III et là, en effet, on a une légère perte de piqué. Mais attention, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a vendu. Loin de là. Les exemples que vous voyez à l'écran sont zoomés à 300%, donc évidemment que ça se voit. Si je repasse à 100%, franchement, est-ce que ça vous saute aux yeux? Franchement, je crois pas. Donc, à moins que vous soyez un mec ou une nana chelou à vouloir zoomer à plus de 200% dans votre image, cette légère perte de piqué de la part du H.265 ne sera pas rédhibitoire. Bref, je vais pas y passer 1000 ans. Vous savez que les polémiques créées artificiellement pour générer du clic et des vues, c'est pas trop mon délire. On va donc vite passer à un sujet bien plus intéressant, le rendu couleur. Bon là, ça va être très subjectif comme point de vue. Parce que les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Je vous mets quand même en exemple des plans pris en N-RAW et en R3D pour que vous puissiez les comparer. Mais la différence, elle est quand même très minime. Le N-RAW a tendance à faire tirer ses bleus vers le cyan et le R3D a légèrement tendance à tirer vers les magentas. Mais ça reste assez subtil. Bon, personnellement, je préfère le rendu couleur du N-RAW. Je pense que vous l'aurez compris, j'adore ce format, mais ça ne reste que mon avis. Ceci étant dit, l'image c'est bien, mais en vidéo, le son c'est aussi important. Et de ce côté-là, Nikon ne se fout pas de notre gueule puisque le ZR est capable d'enregistrer du son 32 bits flottant en interne, via les micros intégrés, mais aussi via l'entrée mini jack. Si vous utilisez des DJI Mics ou si comme moi vous utilisez un enregistreur type Zoom F3, vous savez quelle est la puissance du 32 bits flottant. En gros, c'est le RAW du son. Vous pourrez hurler dans le micro puis chuchoter et votre piste son sera toujours exploitable. Vous serez capable de remonter le son ou bien de l'atténuer sans le faire clipper. Perso, ça fait 2 années que je ne travaille qu'en 32 bits et pour rien au monde, je ne reviendrai aux 24 bits. Pour moi, c'est juste un must-have et je suis vraiment très content que Nikon l'ait implémenté en interne dans son boîtier. Ça va me simplifier la vie puisque je n'aurai plus besoin d'enregistrer le son sur un F3 à part de l'image et de les rassembler sur DaVinci Resolve. Ça va donc m'éviter une manipulation et donc des erreurs potentielles. Et surtout, ça va me faire gagner du temps. Et si vous utilisez des micros en XLR, et vous avez raison, sachez que Tascam a annoncé une version Nikon de son fameux enregistreur, le CA-XLR 2D-N. Il devrait arriver d'ici fin novembre avec une poignée Small Rig compatible. Et ça, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter. En plus du 32 bits flottant, Nikon a incorporé la technologie OZO. Je vais vous en parler, mais je vous avoue que je ne l'utilise pas, et ce pour 2 raisons. 1, cette techno elle est disponible que en enregistrement H.265 et 2, uniquement sur les micros intégrés au ZR. Et comme je n'utilise cette caméra qu'avec un micro externe, l'OZO c'est pas pour moi.
Mais si de votre côté, vous utilisez ces micros internes, vous aurez le choix entre 5 modes d'enregistrement. Omnidirectionnel, le son est enregistré à 360 degrés autour de la caméra. Super directionnel, ici le son sera concentré sur un cône étroit devant la caméra. Unidirectionnel, c'est un petit peu la même chose, mais avec un cône plus large. Et vous pourrez aussi choisir entre l'avant ou l'arrière de la caméra. Et binaural, qui est une sorte de stéréo plus avec une spatialisation 3D de votre son. En vrai, ça a l'air assez cool, mais micro en interne, quoi. Donc sur le papier, ça a l'air quand même assez cool. Mais bon, franchement, pour moi, le fait que ce soit limité au micro interne, bah, ça réduit quand même sérieusement son intérêt. Je pense qu'avec ce système OZO, on est un petit peu sur un effet d'annonce, pas vraiment sur quelque chose qui sera utilisé au quotidien. Bon, on va maintenant parler surchauffe. Parmi les boîtiers Nikon, il n'y a que le Z9 qui ne surchauffe pas. Z8 et Z6 III montrent leurs limites au bout d'une vingtaine de minutes, mais uniquement en H265. Et oui, le format RAW, il demande beaucoup moins d'énergie parce qu'il ne compresse pas. Il est lourd, mais au moins, il ne fait pas surchauffer. Et je dois vous avouer que je me faisais pas mal de soucis pour ce ZR, sachant qu'il partage pas mal de points communs avec le Z6 III. Mais, en un mois, je n'ai pas connu une seule surchauffe. Et pourtant, comme je vous le disais, j'ai utilisé cette caméra pour tourner ma dernière vidéo YouTube que j'ai faite en une seule prise d'1h20. Bon, normalement, shooter 1h20 d'affilée en H265, c'est pas possible. Mais là, avec le ZR, bah ça l'a fait. Du coup, je me dis que les ingénieurs de Nikon, ils ont quand même bien pensé le boîtier avec un système de refroidissement passif assez efficace. Bon après, à voir ce que ça donnera en été ou dans quelques années quand on connaîtra des températures de plus de 45 degrés à Marseille. Mais pour le moment, ça passe. Et je pense qu'à 45 degrés, la surchauffe du boîtier, ce sera le cadet de nos soucis. Bref, passons maintenant à l'autofocus. Alors là aussi, je ne vais pas m'éterniser sur ce point puisque c'est exactement le même que celui du Z6 III. Donc si vous avez déjà vu mon test, bah c'est la même chose. On a ici droit à un autofocus ayant une plage de sensibilité allant de -10 à +19 IL, ce qui est excellent. Ça veut dire que même dans le noir, le ZR trouvera son sujet, et ce, même si vous ne le voyez pas. Non vraiment, c'est assez bluffant. Après, que dire de plus, hein. C'est un AF qui est excellent, largement au niveau de celui de Canon ou de Sony. Avec les boîtiers modernes, si votre photo elle est floue, c'est pas l'AF qui a merdé en général, c'est plutôt vous. C'est juste que vous avez mal paramétré votre autofocus, hein. Les boîtiers maintenant ils sont tous très performants. Utilisation en photo, putain j'en peux plus, ça fait 2 heures que j'enregistre, elle est beaucoup trop longue cette vidéo. Donc utilisation en photo, alors j'en ai pas parlé jusque là dans la vidéo, mais il y a un bouton qui vous permet de switcher le boîtier en photo et en vidéo. Et là je sais pas quoi vous dire, hein. Pourquoi pas, mais franchement inutile. Non, parce que l'ergonomie du ZR, elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout adaptée à la photo. La prise en main est nulle, les molettes sont difficiles d'accès, il n'y a pas de VF, les commandes sont tactiles, il n'y a pas de poignée ou alors elle est vraiment trop petite. Bon, pour moi, ce boîtier, il est juste pas utilisable en photo. Point, pas de débat possible. Alors, si c'est inutilisable, pourquoi Nikon nous propose quand même cette option? Bah, je pense tout simplement que s'il ne l'avait pas fait, il se serait fait bâcher. Les gens auraient dit il n'y a pas de mode photo, c'est nul, la FX3, elle peut faire des photos, gna 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 gna. Non mais sérieusement, vous avez vu la gueule des photos de la FX3? Bref, ce mode il existe. Si ça vous intéresse, c'est exactement la même chose que sur le Z6 III, donc je vous renvoie encore une fois à mon précédent test. Personnellement, j'aurais préféré que Nikon retire ce commutateur, oublie le mode photo et gratte de la place pour nous donner un bouton personnalisable en plus. Je veux dire, si vous voulez faire de la photo, achetez des vrais boîtiers photo. Si vous voulez faire de la vidéo, achetez la ZR. Et si vous voulez faire les deux, bah achetez les deux. Ok, on a quand même parlé de beaucoup de choses et il est temps maintenant de parler du prix. Parce que le ZR, il est quand même vendu pour 2349 €, ce qui est ridiculement bas pour tout ce qu'il propose. Non, parce que 4K 100 fps en RAW en interne, 3 codecs RAW différents, son en 32 bits en interne, un écran de 4 pouces et une caméra qui ne surchauffe pas à moins de 2500 €, c'est juste ouf.
Nikon, vous allez finir à Arkane, c'est pas possible. Comment on peut faire un truc comme ça? Alors attention, pour moi, ce prix de 2349 €, il est un petit peu trompeur puisque la ZR, elle demande quand même obligatoirement un L-bracket ou une cage, un adaptateur HDMI et un serre-câble. Et ces accessoires, ils vont vous coûter 92 € de plus. Il faut donc ajouter une petite centaine d'euros supplémentaires au prix de la ZR. Mais ça reste quand même très peu cher. Surtout que Nikon, ils nous font une offre de lancement avec une réduction de 150 € sur une sélection d'accessoires vidéo. Cette offre, elle est disponible jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous voulez acheter la ZR, vous pourrez avoir ces deux accessoires et une batterie supplémentaire pour peanuts. Et ça, c'est bénef. Bon, j'ai conscience que cette caméra ne coûte que 2350 €, mais quand même, quitte à poser le label cinéma dessus, autant y aller à fond. Et voilà une petite liste de features qui, à mon sens, manque à la ZR. Alors Nikon, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, ajoutez-les dans une prochaine mise à jour. Ou alors, sortez une ZR sous testostérone plus chère avec tout ce qu'il y a dans ma liste au Père Noël. Primo, il manque les false colors pour nous aider à bien exposer notre image. Et ça pour le coup, c'est assez facile à ajouter avec une mage. Idem pour une fonction D-Squeeze qui permettrait d'avoir un aperçu natif d'une image prise avec des optiques anamorphiques sans avoir à passer par un moniteur externe. Parce que qui dit cinéma dit anamorphique. Ça serait aussi très cool de pouvoir afficher des tailles différentes de waveform sur nos écrans personnalisés. Par exemple, je kifferais avoir un premier écran dédié à l'exposition avec une énorme waveform et un second où je me concentre sur mon cadre, mais avec une petite waveform dans un coin au cas où pour faire des vérifications rapides. Avec le N-RAW, la petite waveform elle passe, mais avec le RAW de RED qui est tellement plus capricieux à exposer, en vrai ça serait pas mal. Bon, le global shutter c'est peut-être un peu trop demandé, je sais pas, hein. Mais en vrai, si Nikon veut faire aussi fort qu'avec le Z9 et sa Mage 2.0, bah en vrai vous sortez du global shutter et vous mettez tout le monde d'accord. Et si cette Mage pouvait aussi ajouter la possibilité d'enregistrer en externe sur un SSD, alors là ça serait la cerise sur le gâteau. Non, parce que les CF Express, ça coûte un bras et j'ai jamais vu de carte aussi peu fiable qu'elle. Donc si je pouvais les remplacer par un SSD, je serais vraiment très content. Allez Nikon, régalez-nous. Avant de conclure cette vidéo, il me semble important de rappeler à qui s'adresse cette caméra. Beaucoup de youtubeurs disent que le ZR est l'arrivée de Nikon dans le monde de la vidéo, et c'est n'importe quoi. On a déjà le Z9, le Z8 et le Z6 III qui excellent dans ce domaine, et même le codec le plus puissant disponible sur mirrorless, le N-RAW. Donc si vous êtes déjà nikoniste, le ZR ne sera pas la révolution annoncée. Vous trouverez beaucoup de choses déjà présentes dans les boîtiers Z avec cette caméra, et honnêtement, si vous avez déjà un Z6 III, ben vous ferez grosso modo la même taf. Avec le ZR, on a un mix entre RED et Nikon. C'est d'ailleurs très clairement affiché sur la caméra avec son marquage. On appelle ça du co-branding et ça vise avant tout les non-nikonistes, ceux qui sont chez d'autres marques, Sony, ou alors ceux qui s'apprêtent à acheter leur première caméra. Si vous êtes nikoniste, vous n'avez pas besoin d'avoir le marquage RED sur votre boîtier pour savoir qu'il excelle en vidéo. Ceci étant dit, cette caméra représente pour moi la création d'une nouvelle gamme dans l'écosystème Z de Nikon, clairement orienté vidéo au détriment de la photo. Et ce ZR, il reste l'entrée de gamme de cette nouvelle gamme. C'est une sorte d'apéritif qui, je l'espère, nous prépare à des caméras plus véloces et moins aptes au compromis. Maintenant que les choses sont claires, il est temps de conclure. Contre toute attente, j'adore le ZR. En toute honnêteté, je pensais le détester. Je pensais qu'il ne ferait que remplacer mon Z6 III, que j'ai revendu au final, hein. Celui-là c'est plus le mien parce que je l'ai revendu à Jus. Donc je pensais qu'il allait uniquement le remplacer. Sachant que mon Z6 III il me servait pour des BTS ou vraiment en troisième caméra si j'avais pas le choix. Mais au final, cette caméra va devenir ma caméra principale sur les tournages. Si, j'adore l'utiliser en configuration rig complet. J'adore aussi l'utiliser pour tourner mes vidéos YouTube. D'ailleurs, à ce sujet, je n'ai pas parlé, mais il y a un mode autoportrait qui est juste génial pour ça. Ça vous permet de bien gérer le focus quand vous voulez mettre un élément en exergue près du boîtier. Et le fait qu'il ne surchauffe pas, c'est juste parfait pour moi, qui passe des fois 1 heure, 2 heures, même pour celle-là, 3 heures d'enregistrement d'affilée. C'est super bien que cette caméra ne surchauffe pas. Pour les youtubeurs, banger. Grâce aux accessoires disponibles, je peux faire de cette caméra une arme de guerre très agréable à utiliser. Et en même temps,
Si je veux pas trop me prendre la tête, j'ai toujours l'option d'utiliser à nu uniquement avec l'écran intégré. La qualité d'image est folle, le ZR est ultra versatile et surtout, il est pas cher. Pour tout ce que cette caméra fait, vous allez payer 2350 balles, c'est que dalle. Enfin, si vous êtes pro, 2350 balles, vous allez le rentabiliser super rapidement. Enfin, moi, à ce prix-là, j'ai vraiment envie d'en acheter une deuxième. Donc, avec le ZR, Nikon envoie quand même un message fort. Le futur, c'est la vidéo, mais sans oublier les photographes. Nikon, ça reste une marque, si ce n'est la marque, qui respecte sa communauté et ses clients. Et le ZR nous le prouve. Je m'explique. Le Z6 III, c'était un hybride pas très bien pensé, avec la vidéo qui parasitait la photo. Du coup, il a mal été compris, et personnellement, je l'ai boudé. Il fait d'excellentes photos et d'excellentes vidéos, mais son ergonomie hybride le rendait un petit peu chiant à utiliser dans ces deux domaines. Et le ZR, il corrige le pas. Puisqu'on a maintenant une nouvelle gamme dédiée à la vidéo avec une ergonomie propre à la vidéo, on est en droit d'espérer que les boîtiers photo se recentreront sur une ergonomie plus photo. Sans non plus faire l'impasse sur la vidéo, faut pas déconner, mais ça serait bien de se débarrasser de ce putain de flippy screen qui nous empêche de shooter en mode connecté. J'en ai parlé avec les gars de Nikon au salon de la photo cette année, et ils m'ont expliqué leur vision de leurs produits. Chez Nikon, il n'y a pas d'effet de gamme. Quel que soit votre choix, vous aurez le maximum possible, à savoir tous les codecs, à tous les framerates, dans la plus haute résolution permise par le capteur, mais aussi toutes les options firmware. Ce qui va changer entre un Z6, un Z8 ou un Z9, ça va être l'ergonomie. Le Z6 III fait grosso modo la même chose que le Z8, mais avec une moins bonne ergonomie, d'où la différence de prix. Et je trouve ça très malin, mais surtout super respectueux des utilisateurs. Parce que brider un boîtier artificiellement pour créer un effet de gamme, perso, je le prends un peu comme un dos d'honneur. Donc Nikon, vraiment très cool de votre part de vous positionner comme ça. Maintenant, en ce qui concerne le ZR, il s'agit clairement d'un appel de pied fait aux utilisateurs de Sony. La FX3 est vieille, la FX2 a déçu, et Nikon a décidé de frapper fort. Et ça a l'air de marcher puisque sur le stand Nikon, il y avait pas mal d'utilisateurs Sony, et il y avait aussi pas mal de monde qui a switché. Notamment grâce à la bague Megadapt qui permet d'utiliser des objectifs à monture E sur nos boîtiers Z, sans perte de qualité ni d'autofocus. Par contre, attention Nikon, ne tombez pas dans le piège. Le flippy screen et le co-branding, c'est bien pour attirer les nouveaux clients, mais n'oubliez pas votre base clientèle pro. J'espère vraiment que vous n'allez pas vous sonifier en adoptant une ergonomie bancale. Pour l'entrée de gamme et le milieu de gamme, ok, mais n'allez pas nous mettre un flippy screen sur un Z9 II ou un Z8 II. Franchement, j'en serais dégoûté. Bref, pour revenir au ZR, avec cette caméra, Nikon a tout simplement sorti une nouvelle référence dans le milieu de la vidéo. Ils aiment faire ça, Nikon. Ils sortent un boîtier de ouf, pas cher, qui devient le maître étalon. Et ils annoncent clairement la suite avec ce label RED et la gamme d'optiques cinéma qui a été annoncée, mais aussi les optiques PZ. Le message est clair, on est un acteur du milieu de la vidéo. Et j'espère que les constructeurs suivront. Ce qui a l'air d'être le cas puisqu'on voit de plus en plus d'optiques tierces proposées dans la monture Z, et idem pour les caméras. Avant, c'était impensable de voir une caméra en autre chose que du PL, du Canon ou du E, et maintenant, on commence à voir des caméras avec la monture Z. Donc au final, l'avenir s'annonce radieux, et j'ai hâte de voir la version sous testostérone de la ZR. Avant de finir, je tiens à remercier encore une fois Yann qui a souffert avec moi sur ces 2 demi-journées et qui m'a prêté sa Komodo, mais aussi Julien et Mathieu qui ont réalisé les BTS de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce test, j'espère surtout que vous avez tenu jusqu'au bout, parce que, mon Dieu, qu'est-ce que ça a été long. Mais il y avait beaucoup à dire, et franchement, cette caméra, elle en vaut le coup. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures que j'ai passé à tester le ZR, que ce soit en studio ou sur le terrain, donc si vous avez kiffé, balancez un petit like et un commentaire, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous laisse, j'ai le 24-70 et le 14-24 à tester sur les miens. Et surtout, ces cartes, elles sont super reloues à enlever. Et là, j'en ai pas pour vous montrer. Hop là, est-ce que j'ai une carte là-dedans? Non plus. Où est-ce que j'ai des cartes? Hop là j'en ai des cartes. Elle est pas cassée celle-là encore. Bon, sinon Jailbird, elle finira forcément par se casser, hein. Hop là.